Je vais passer la parole à Jean-Luc Montex. Alors Jean-Luc, vous allez nous présenter donc le programme Habiter autrement les centres-bourgs en Massif central, qui est donc une expérimentation menée dans le cadre d'un appel à projet de la DATAR. Une expérimentation donc de tests de différentes méthodologies afin de les comparer et ensuite d'en tirer des enseignements que vous nous présenterez tout à l'heure. Alors je voulais profiter justement de cette démarche, cette vaste démarche d'expérimentation pour montrer voilà, tous les partenaires des projets du projet qui ont été sollicités. Je vous laisse dérouler du coup la démarche en commençant par cet atelier d'urbanisme et les organismes sur lesquels vous vous êtes appuyés, avec lesquels vous avez travaillé. François Lierman, vous intervenez quand vous voulez. Hein, Oui, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, mais lorsqu'on a lancé le projet de charte, vous avez vu, il y avait deux objectifs opérationnels, un plutôt sur les questions de doter le territoire de documents d'urbanisme, l'autre sur la qualité, l'exemplarité des projets. Et puis tout de suite, les élus se sont dit « Ok, donc vous attendez… Je rappelle qu'un territoire de parc, un périmètre de parc, c'est la somme des communes qui ont approuvé une charte, hein, de façon très volontariste. Ce qui explique que, comme chez nous, il y a quelques trous. Il y a des communes qui trouvent sans doute que c'est un peu trop exigeant, notamment sur les questions d'urbanisme. Mais ceux qui, la grande majorité, qui ont approuvé la charte se disent oui, on a bien compris l'exigence, on y adhère, mais en face, qu'est-ce qu'on envisage comme moyen? Donc pour une fois, les élus ont voulu aussi inscrire dans la charte la question des moyens, et ils ont inscrit donc cette idée d'atelier d'urbanisme rural. Le rural a disparu finalement. On est tous des urbains, comme j'ai entendu ce matin, et c'est devenu l'atelier d'urbanisme en Livre-la-Forez. Donc on teste ça depuis 2 ans. L'idée, c'est assez simple, c'est qu'il y a déjà des compétences sur ce territoire. Elles sont parfois difficiles à mobiliser pour un élu de petite commune. Et donc l'atelier urbanisme, c'est de façon simple un collectif. Il n'y a pas de structure, on n'a pas créé de structure supplémentaire. C'est un collectif donc, des gens qui apparaissent dans le premier cercle, les 2 CAUE, les 3 services de l'État, puisqu'on est sur 3 départements. On a un petit bout sur Rhône-Alpes et sur la Loire. L'ADUM, qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat, et puis les 16 communautés de communes qui adhèrent à l'atelier d'urbanisme. Plus, évidemment, le parc, ce qui est mentionné là comme la cellule technique, qui anime, parce qu'un collectif, ça ne fonctionne pas tout seul, donc c'est la cellule technique du parc qui anime. Cellule technique du parc où il y a 4 personnes, architecte, urbaniste, paysagiste et moi-même. Donc 2 postes ont été créés pour venir conforter l'appui technique grâce à une participation financière des communautés de communes qui adhèrent au service. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des collectivités qui ont approuvé la charte et qui ont un service charte, j'allais dire un peu minimum, et qui cotisent à hauteur de 1,50 € par habitant pour ça. Et puis il y a des communautés de communes qui ont dit on veut aller plus loin, nous on veut avoir un accompagnement beaucoup plus important des projets, beaucoup plus dans la durée. Et donc on met en plus 1 € par habitant et ça permet de financer les 2 postes de l'atelier d'urbanisme. Voilà pour faire très schématique. Et apparaît sur ce schéma-là, mais j'y reviendrai tout à l'heure, une chef de projet Centre-Bourg qui vient d'être recrutée par le parc au 1er décembre, c'est tout récent, parce que je vais parler de la démarche d'expérimentation, mais on espère évidemment passer de l'expérimentation au cas concret. C'est ce que les élus attendent en tout cas. Et donc on vient là aussi de conforter l'équipe du parc avec un recrutement d'une urbanisme pour du montage d'opérations au Centre-Bourg. Donc voilà pour la partie ingénierie. Elle est importante parce que je disais que tout à l'heure on voulait mettre en mouvement un territoire, mais évidemment mettre en mouvement un territoire, donner aux élus l'envie de s'attaquer enfin à cette question des centres-bourgs. Et on le sait tous, on est parti pour 5, 10, 15, 20, 30 ans. Les centres-bourgs, ce ne sera pas moins. Il ne faut pas se voiler la face. Donc il va falloir des moyens et il va falloir notamment de l'ingénierie. L'atelier d'urbanisme, c'est d'abord un outil d'accompagnement de projet. C'est aussi, ça a largement été évoqué par Pascal Desmoulins, c'est aussi j'employais peut-être un grand mot, c'est aussi un outil de culture de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on voudrait que tout le monde sur ce territoire, et notamment les nombreux partenaires qui sont dans le 2e cercle, là, qui ne sont pas dans le collectif restreint d'accompagnement rapproché des projets, que tous ces gens-là, sur
un secteur qui a ses spécificités en termes de paysage, de construction, que tout le monde partage la même idée de ce que peut être un urbanisme durable sur ce territoire. Et avec des actions de formation, de sensibilisation, qui s'appuient notamment sur les réalisations exemplaires du territoire, mais pas seulement. Et vous avez un exemple de formation, et on commence par là. Nous, ce qui nous intéresse, l'atelier d'urbanisme ne fait pas de maîtrise d'œuvre, je le précise tout de suite par rapport aux professionnels qui sont dans la salle. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne maîtrise d'ouvrage. Donc on est en accompagnement très en amont des projets et de la maîtrise d'ouvrage pour formuler une commande avec des objectifs de qualité et faire en sorte que ces objectifs ne se perdent pas dans les méandres du projet. Et donc une des premières questions à laquelle on s'est attaqué, c'est le choix du maître d'œuvre, c'est-à-dire notamment les procédures adaptées, comment bien choisir un maître d'œuvre, et on accompagne les collectivités sur ces questions-là. Voilà, donc la question de l'ingénierie, j'y tenais parce que sinon notre programme Centre-Bourg n'allait pas aller très loin. Donc c'est, vous l'avez dit, un programme. On a saisi une opportunité, un appel à projet de la DATAR qui s'intitulait, qui était en direction des départements, DATAR Massif Central, en direction des départements qui voulaient construire une offre d'accueil de qualité. Donc c'était un appel à projet sur l'accueil de nouvelles populations. Et le département du Puy-de-Dôme a voulu répondre en disant nous on répond, mais on répond sur la question de l'urbanisme et de l'habitat, parce que ça nous paraît être un facteur limitant de l'accueil de porteurs de projets. Et c'était le constat qu'on faisait aussi, je l'ai dit, il y a des porteurs de projets qui arrivent chez nous et qui en général sont convaincus et qui ont un projet intéressant, mais qui parfois partent en courant lorsqu'ils voient les logements qu'on leur propose en centre-bourg. Donc le département du Puy-de-Dôme voulait répondre, mais s'est tourné vers un territoire avec une ingénierie, donc, et s'est tourné vers le parc Livre-la-Forez. Donc c'est un programme que la DATAR, la région et les départements nous ont financé sur 2 ans, 2012 et 2013. Et ça nous a permis là aussi de recruter une personne pour l'animation du projet. Voilà, avec les principaux objectifs du programme qui sont rappelés là, et avec un principe de travail, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à candidature. C'est la première fois qu'on faisait ça au parc. On ne s'est pas adressé à toutes les communes pour différentes raisons. D'abord parce qu'on n'était pas sur toute la totalité du territoire. Et puis parce qu'on avait évidemment ciblé les communes qui avaient encore un certain nombre de services. Et donc on a eu 12 candidatures et on a retenu 7 communes, typologies différentes, de 4-5 000 habitants pour Courpierre, dont vous avez vu une diapo, jusqu'à des petites communes de 500-600 habitants, 2000 habitants. Voilà, une typologie différente. Des communes traversées par des axes routiers importants, des communes avec du patrimoine et d'autres non. Voilà, on avait essayé d'avoir des cas différents. Et sur ces 6 communes, on avait décidé d'en confier, entre guillemets, 3 à des étudiants en architecture, avec les 3 écoles de Clermont, de Lyon et de Saint-Étienne. Ça n'a pas pu se faire avec Saint-Étienne, pour diverses raisons. Donc 2 Lyon et Clermont à des groupes d'étudiants d'architecture, des écoles d'architecture, et les 4 autres à des équipes pluridisciplinaires, donc associant urbanistes, architectes, sociologues dans certains cas, évidemment des gens qui travaillent sur l'économie pour la question des commerces, des designers urbains, bon, des équipes qui ont été... On avait fait 6 lots, 3 lots, 3 plus 1, et donc les équipes ont répondu par lot. Donc c'est le principal intérêt de... Pardon, je ne voudrais pas réduire toute la richesse de la démarche sur laquelle vous proposez votre témoignage aujourd'hui, mais je voudrais bien qu'on aille sur les outils, parce que cette démarche pluridisciplinaire de projet, donc vous venez de le mentionner, il y avait beaucoup de compétences différentes rassemblées au sein de ces projets grâce à cette démarche d'expérimentation. Et voilà ce que ça donne en termes d'outils. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que j'ai l'impression que ça défend l'idée qu'on peut mieux anticiper ce qu'on arrive mieux à visualiser. Et là, on a des exemples d'outils que vous nous avez apportés. Mais je reviens sur Courpierre, c'est-à-dire que là, alors ça, c'était dans le dossier de candidature des communes. Hein, c'est-à-dire que notre chargée de mission était déjà arrivée. Elle a aidé les communes à présenter la candidature. Et dans la candidature, on demandait aux communes de s'être déjà un peu penchées sur la question de l'îlot. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de refaire une énième étude sur la totalité du centre-bourg, voire la totalité de la commune, pour en tirer quelques grosses généralités. On voulait que et ça a été un élément du choix, que la commune ait déjà avancé, l'équipe municipale
est déjà avancé. C'était parfois très très avancé. D'autres, il a fallu travailler un petit peu au moment du dossier de candidature. Donc il y a déjà une réflexion sur l'îlot pour que, on n'a pas forcément été aussi loin qu'on aurait aimé le faire, mais pour que les équipes recrutées puissent aller assez rapidement à l'opérationnel. C'est-à-dire qu'elles puissent, sur la base de ce qui avait été identifié par l'équipe municipale, peut-être le remettre en cause, pourquoi pas, au cours de l'étude, mais en tout cas qu'elles puissent déjà s'avancer sur un projet opérationnel sur une partie. Et évidemment, un des critères de choix de l'îlot, j'y reviendrai tout à l'heure, ça a souvent été la propriété foncière. C'est-à-dire que la commune a souvent délimité son îlot par rapport à un espace où elle avait en partie la propriété foncière et où elle sentait qu'il y avait peut-être des possibilités aussi avec le privé. Donc ça a été souvent le critère déterminant pour choisir les îlots. Et donc en fin d'étude, on a demandé on est allé jusqu'à un périmètre qui n'était pas à ce stade-là, qui était le périmètre d'amorce. C'est-à-dire qu'on a voulu, grâce au travail des bureaux d'études, aller jusqu'à identifier le périmètre sur lequel on allait maintenant démarrer l'action de la commune. D'accord. Alors il y a beaucoup d'actions pédagogiques. Pardon, je vous coupe. Alors ça c'est important. Alors ça a été largement déjà évoqué, mais pour nous ça a été à la fois. C'était pas forcément inscrit dans les cahiers des charges des études. Je le dis de façon très très sincère. On n'avait pas forcément. Ça apparaissait évidemment, mais il se trouve que les équipes qui ont été choisies ont mis ça très en avant et que sans doute ça a été plus ou moins consciemment un critère de choix des bureaux d'études. C'est-à-dire des équipes qui allaient très loin dans la participation des habitants. Et les 3 équipes qui ont été retenues ont proposé des résidences. Avec, pour la plus aboutie, celle sur Châteldon, une résidence de 6 mois. Et avec au plus fort de la résidence, 10, 12 jeunes architectes, ingénieurs issus de l'école de Strasbourg qui sont connus, qui sont du collectif ETC. Ils viennent de changer de nom, je crois. Des gens qui sont en itinérance et qui, je crois, viennent de poser un peu leur valise du côté de Marseille. Il y a un peu plus de soleil qu'en Livradois. Mais en tout cas, voilà. Alors là, on a beaucoup appris. Tout le monde a beaucoup appris avec ça parce que imaginez que des gens qui viennent en résidence pendant 6 mois dans un centre-bourg, c'est-à-dire qui vivent le quotidien en toute saison, jour et nuit, qui vivent le quotidien des habitants et qui, évidemment, les reçoivent dans des lieux, puisqu'il y avait des lieux mis à disposition par les municipalités, des lieux non institutionnels. Ça n'était pas la mairie, ça n'était pas la salle polyvalente. Il y a beaucoup de commerces de libre, malheureusement. Donc ça a été dans chaque fois un commerce mis à disposition par la municipalité. Et ces lieux étaient l'endroit où les habitants pouvaient venir, où il y avait évidemment, où se sont construits petit à petit des outils, des maquettes, des tas d'outils participatifs qui permettaient aux habitants de s'exprimer, d'échanger. Évidemment, c'était des lieux de réunion et aussi des temps de convivialité. Et donc ça a été, pour l'équipe du parc, je le disais d'abord, ça bouscule un peu. C'est des nouvelles méthodes de travail. On est tous habitués à notre phase de diagnostic, orientation, scénario, validation du scénario, et puis on arrive au programme d'action. Et c'est rassurant. Et là, voilà, c'était pas ça. Et c'est illustré aussi dans la photo du milieu, lorsqu'on commence à travailler sur les espaces publics et qu'on parle de stationnement, il y a des gens qui commencent à dire « Oui, mais vous allez m'empêcher de mettre avec vos bancs, là, je ne vais plus pouvoir stationner mon véhicule. » Et alors, plutôt que de faire des plans, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les plans. Alors, plutôt que de faire des plans, l'équipe du collectif ETC, elle sort les scies, les perceuses, et puis elle fabrique le banc de façon provisoire. Elle l'installe là où on peut envisager de l'installer. Et comme ça, les habitants voient si effectivement ça gêne le stationnement ou pas. Alors il y a des bancs qui y sont encore, il y en a d'autres qui sont partis. Mais voilà, ce travail de projet des espaces publics à l'échelle 1, ça a été là aussi pour nous un riche d'enseignements. Donc ça a forcément fait beaucoup évoluer. Ça a marqué à la fois l'équipe du parc, évidemment les équipes municipales, parce que faut pas se voiler la face, c'est un peu des contre-pouvoirs, ça bouscule un peu. Hein. Il y a eu des moments un peu de tension, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens arrivaient avec les cahiers de doléances dans les nouveaux lieux, là, et puis c'était toutes les critiques sur l'état de la voirie, etc. Donc, il y a eu des moments de recadrage,
mais c'est quand même très 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 riche, quoi. Donc pour nous c'est très... Pardon, je vous coupe parce que le temps presse, puis je voudrais qu'on aille vite sur le retour d'expérience avant d'engager les échanges avec la salle. Alors, donc on voit l'histoire de projets qui sont vécus, qui sont réappropriés aussi par les acteurs du projet. Là, vous aviez proposé donc des illustrations, je reviens sur les outils qui permettent de visualiser aussi le projet dans le temps. Voilà des exemples. Donc là, c'est un outil qui permet de transcrire l'évolution d'un tissu urbain. Donc on voit une progression en fait entre les diapositives, donc à 2015, 2020, 2025, et puis on a le résultat en haut à gauche. Voilà. On va passer vite. Oui, ça c'est l'autre enseignement très fort, c'est que sans stratégie un peu globale et surtout partagée, il est difficile, quoi. C'est toujours facile de régir sur des opportunités. Donc c'est là où on a le mieux réussi, hein, c'est à la Monnerie-le-Montel, il y a 2000 habitants là, c'est d'arriver jusqu'à cette stratégie qui est partagée par évidemment l'équipe municipale et par les habitants et les commerçants et les partenaires. Voilà, l'autre question, je l'ai abordée tout à l'heure, c'est la question du foncier. On a la chance d'avoir en Auvergne un établissement public foncier qui est évidemment l'outil très très convoité, très utilisé par toutes les communes, puisque ça fait leur portage financier de l'acquisition foncière. Et là, on a, avec encore une fois le collectif ETC sur Châteldon et puis sur Quinilla, testé des outils pour apprécier la mutabilité foncière. C'est-à-dire que les communes ont besoin d'avoir une... Là aussi, il y en a beaucoup qui réagissent par opportunité, c'est assez logique. L'idée qu'on avait et qu'on va évidemment essayer de développer, c'est d'être beaucoup plus en amont pour avoir une vraie stratégie. Et donc de disposer d'un petit outil simple pour mesurer la mutabilité foncière des biens. Il y a des biens dont on sait qu'ils ne bougeront jamais pour des tas de raisons. Donc il y a un diagramme assez compliqué en haut à droite. Celui en bas à gauche est plus simple. Il y a 3 critères. L'état de dégradation du bâti, la vacance et la disponibilité. Et on voit bien qu'avec déjà ces 3 critères-là, les élus peuvent se faire une petite idée des biens sur lesquels ils vont peut-être pouvoir agir assez vite. Voilà, et puis les questions toujours de foncier, de remembrement foncier. Alors là, ça fait écho à ce qui a été aussi plusieurs fois dit, c'est-à-dire que rien ne se fera sans les habitants, qu'il y a des habitants, ils ont été repérés sur les différents sites de projets, qui ont des attentes, qui sont prêts à agir, qui ont éventuellement un budget, qui sont prêts à améliorer leur logement, mais ils attendent pour ça peut-être que la collectivité agisse sur les espaces publics, que éventuellement il y ait une démolition d'un bâtiment à côté qui gêne pour s'étendre, pour avoir de la lumière, etc. Et que donc c'est ce travail fin qui va associer le rôle de la collectivité, mais aussi des porteurs de projets individuels, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc ça prend de l'ingénierie. Nous, on compare souvent à ce qui s'est fait, on l'a fait 20 ans avant sur la question de l'agriculture et de la forêt. Il y avait aussi, on est dans une région qui a été très marquée par l'enracinement avec des boisements sur des secteurs agricoles. Lorsqu'on a voulu revenir en arrière, il a fallu faire un travail énorme d'animation, de repérage des propriétaires forestiers qui ne savaient même pas qu'ils avaient un bois. Et lorsque ces gens-là sont contactés et qu'ils ont pris conscience qu'il y avait un projet politique, si on les démarche individuellement, ils ne comprennent pas pourquoi ça tombe sur eux et pourquoi moi j'enlèverai mon bois. Et s'ils perçoivent l'intérêt collectif du projet, alors là, ils sont prêts à agir. Évidemment, il faut qu'il y ait des aides financières. Et pour le bâti, c'est plus compliqué. Pour le centre-bourg, c'est plus compliqué. Mais c'est un peu la même démarche. Il faut avoir cette capacité d'animation des propriétaires privés. Et évidemment, c'est un peu le plus compliqué. Ah, donc, c'est en illustration. Et on termine là-dessus, puisque c'est la diapo qui illustre justement, alors là, on est toujours à Courpierre, qui illustre à la fois les secteurs de propriété collective et puis là où le bureau d'études avait repéré des gens qui étaient venus donc à la permanence, en résidence, et qui s'étaient manifestés. Et tout le travail, c'était de repérer là où on pouvait imaginer un travail complémentaire entre le rôle de la collectivité sur les espaces publics, sur le foncier, et le projet du particulier. D'accord. Et puis on peut peut-être terminer par les photos. Alors on voulait diffuser un film, on n'aura pas le temps. Donc ça c'est un travail un petit peu osé. Donc c'est le travail d'une école d'architecture pour illustrer la question du patrimoine qu'on pouvait faire évoluer. C'est
des bâtiments d'octroi le long du pont, à l'entrée du pont de Saint-Dié d'Auvergne. Voilà, alors attention. Un étudiant en architecture s'est permis de transformer en petite structure d'habitat. Et ça, c'est la question que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est oui. Les espaces publics, le jardin de ceux qui n'en ont pas. La formule, elle est du président du parc, puisque c'est dans sa commune, c'est à Châteldon. Et lui-même, il habite le centre-bourg, il n'a pas de jardin. Et il trouve qu'avoir des jardins entretenus par des employés communaux, c'est une bonne formule. Et on n'a pas employé le mot de... En fait, je ne l'ai pas entendu depuis ce matin, du parcours résidentiel. Et on sait bien que c'est cette question qui est essentielle pour nous, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre le lotissement largement critiqué, consommateur d'espace, et des situations beaucoup plus denses, il y a la place pour un parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment en matière d'habitat. Et ça fait partie des gens qui, à un moment donné, ont besoin éventuellement d'une petite maison de bourg, les primo-accédants, et qui peuvent avoir accès à des beaux espaces publics. Voilà, et cette question du parcours résidentiel est essentielle. Et je termine par l'envie de l'architecture. Alors, tu en as parlé, mais je ne peux pas m'empêcher évidemment de citer cet exemple, parce qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Mais c'est une réalisation en centre-bourg, à Marsac. C'est le maintien de services de proximité, c'est-à-dire une enseigne d'épicerie dont vous voyez la marque au rez-de-chaussée, et en haut une maison de santé avec 2 médecins, 3 infirmières, 2 kinés. Et évidemment un projet d'architecture contemporaine signé Boris Boucher, oui, avec un rez-de-chaussée en terre crue, avec je passe sur les détails, 2 murs, dont un mur porteur de 40 cm en terre crue, donc qui a valu le prix national, le premier prix national des architectures en terre crue en 2013, et puis quand même le prix de la première œuvre en 2014 pour Boris Boucher. Ça récompense, je le rappelle, ça fait écho à ce que je disais sur l'ingénierie, ça récompense à la fois la qualité de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc donner envie de l'architecture et montrer qu'on peut faire de l'architecture contemporaine en centre-bourg, c'est aussi notre mission. Alors, les perspectives de cet appel à projet, et pour enchaîner sur le bilan et le retour d'expérience de ces 4 démarches qu'on a souhaité proposer cet après-midi, l'appel à projet et la démarche est close. Quelles vont être les suites? Alors, pour nous, la démarche s'est terminée fin 2013, début 2014. Et là, je le disais, on vient de recruter une personne parce que on sent bien qu'on a suscité des envies, c'est-à-dire on a envisagé des pistes d'action. Et le gros problème, c'est le montage de ces opérations qui associent privé et public. Donc la personne qu'on vient de recruter, elle a pour mission, pendant 2 ans, grâce à nouveau avec des financements, c'est plus d'ATAR, c'est CGET et Conseil général du Puy-de-Dôme, de faire du montage d'opérations dans les centres-bourgs qu'on avait déjà repérés, mais d'autres. Et puis surtout, la question a été évoquée aussi ce matin, surtout d'avancer sur la question du financement, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux modes de financement de l'habitat en explorant des pistes que pour l'instant on n'a pas du tout explorées. Donc il a été question de l'épargne citoyenne. J'ai évoqué la présence d'entreprises importantes sur ce territoire et on n'a jamais été les voir pour savoir ce qu'ils étaient prêts. Il y a 1%. Qu'est-ce qu'ils font de leur 1% habitat, etc. Il y a sans doute des formes de financement. Et donc on va jusqu'à se dire qu'il y a peut-être une place pour une structure d'investissement coopérative, on ne sait pas trop, hein. On va explorer, on ne sait pas où on va. Mais on se dit que si on n'y va pas, les bailleurs sociaux ne viennent plus du tout chez nous, mais alors plus du tout, et les investisseurs, ça a été dit ce matin par Jean Verlaine, évidemment, dans la spirale infernale que connaissent nos centres-bourgs, il n'y a pas un investisseur qui est prêt à se présenter. Et je finis en disant qu'on est en train de préparer notre programme leader. On porte, nous, un programme leader, et le programme leader 2015-2020 du livre de la Forez, il est centre-bourg. Une priorité, donc vous continuez, d'accord. Donc programme leader, programme européen, c'est ça? Programme européen, oui. Il est essentiellement sur les centres-bourgs parce qu'on va avoir, pour résoudre les multiples problèmes qu'on a évoqués depuis ce matin, besoin de financement important. Alors, ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que les projets dont on parle ont aussi pu être portés parce qu'il y a des moyens humains derrière. Donc, en l'occurrence, 8 personnes au sein de votre service, Monsieur Montex, et 4 au sein du service. Donc, voilà, c'est une question qu'on a, enfin, un point qu'on n'a pas noté, mais
voilà, derrière, il y a quand même des moyens humains avec cette préoccupation pour vous de continuer à en avoir pour pouvoir continuer justement les démarches et aller peut-être au-delà de l'expérimentation, poursuivre les efforts. Alors, en matière de retour d'expérience, on va continuer peut-être avec Monsieur Demoulin sur le parc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui continue en termes d'action? Est-ce que tout va être reporté? Quels sont les grands éléments en termes de bilan que vous pouvez nous présenter? Alors, dans le désordre, en vrac, par exemple, sur les démarches participatives sur les dents creuses, sur 2 projets qui sont sur le Bas-Rhin, les 2 ont été retenus par le Conseil général pour des opérations de quartier plus. Donc il y aura une aide technique portée par le Conseil général pour aller vers d'autres formes d'habitat. Donc ça, pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'on ira certainement sur des petits collectifs ou de l'intermédiaire et peut-être de l'habitat bifamilial dense. Ça, c'est très bien. Le projet que je vous ai montré à la fin, il est en phase chantier. Donc aujourd'hui, on le sort de terre, il est financé. Et il sera visitable en septembre. C'était le projet avec les panneaux solaires, c'est ça que... C'était le projet construction en hêtre, donc il est en cours de chantier. Il est lié à un projet du PER qui est un pôle bois, donc qui permet de structurer des entreprises autour de la construction bois sur nos territoires. Donc ça se fédère autour d'une association qui s'appelle Synergie Bois Local. En fait, tous ces projets, à la fois urbains ou d'expérimentation, nous permettent aussi de travailler avec les acteurs économiques. Alors, je pense que c'est important, parce que ce n'est pas qu'une volonté politique, hein, derrière, il y a une véritable économie, parce que ça crée de l'emploi sur nos territoires. Donc on est sûr qu'il faut qu'on travaille vraiment vers les acteurs économiques. Et le site que je vous ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, on a bien sûr toutes les documentations, mais la semaine dernière, on a réuni une quarantaine d'entreprises autour de ces questions-là, et s'ils sont d'accord, ils signeront une charte et ils seront mis en valeur sur le site. Bien sûr, ils s'engagent à travailler de façon coordonnée, bien sûr, ils s'engagent à travailler de façon raisonnée avec des études en amont, mais ce qui permet au grand public d'avoir à la fois les bonnes pratiques, mais aussi des acteurs qui peuvent les accompagner pour la mettre en œuvre. Ça, c'est important. Ça, c'est les éléments qui sont en cours en ce moment. J'en oublie, mais... Est-ce que ça fait boule de neige ou est-ce qu'il y a un effet de bouche à oreille au sein du parc sur ces actions que vous avez engagées Alors, il y a un véritable engouement. C'est une petite chose, mais il y a des gens qui sont extrêmement décriés, mais je pense qu'ils font un travail extrêmement courageux. Ce sont les architectes des bâtiments de France qui aujourd'hui viennent nous voir, ils nous disent on a des soucis, on a des problèmes. Je vais vous donner un tout petit exemple et je vais arrêter là. Les menuiseries dans les secteurs sauvegardés sont extrêmement médiocres. Je parle des fenêtres et des ouvrants. Et nous, on a des prescriptions assez fortes là-dessus. Souvent, c'est des aspects désastreux. Alors, on peut parler de matière, hein, bois, PVC ou ainsi de suite. Eux ont des prescriptions fortes là-dessus. Et quand elles sont suivies, ben, souvent, les menuiseries qu'ils mettent en œuvre ne sont même pas éligibles au crédit d'impôt. Donc, c'est complètement ubuesque. Les gens qui veulent bien faire respectent leurs prescriptions, sont censurés parce qu'ils n'ont pas les menuiseries qui permettent de faire des économies d'énergie. Alors, on s'est dit que cela ne tienne, on construit un cahier des charges, on fera un recensement de ce qui fait patrimoine dans nos menuiseries, donc selon les typologies des bâtis. On met en relation des scieurs, des menuisiers, pour fabriquer ces menuiseries. Donc, c'est une étude qu'on va lancer. Donc, qui fait le lien entre les bonnes pratiques, mais aussi, derrière, une valorisation économique. Donc c'est des petites choses, mais qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes. Donc c'est ce qui relance le débat d'une réglementation unique en termes de performance qui vient parfois en paradoxe avec des caractéristiques patrimoniales, architecturales liées au bâti ancien. Je pense qu'on pourra faire quand même des menuiseries performantes, mais de façon intelligente. On a déjà abordé cette question justement dans l'atelier que je mentionnais tout à l'heure qu'on a fait début novembre, dont le compte-rendu sera bientôt disponible sur le site de Bourgogne Bâtiment Durable. Et on a largement évoqué la question justement de est-ce qu'à un moment donné on ne peut pas lâcher 4 ou 5 kWh pour céder sur le critère de performance. Et voilà, c'est un débat. On en a rediscuté d'ailleurs lors du déjeuner. Monsieur Perron, en termes de bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire en termes de bilan? Vous allez bientôt rentrer dans les nouveaux locaux. Est-ce que vous referiez l'expérience? C'est bon. Oui, j'ai entendu beaucoup de conseils par des orateurs particulièrement performants et compétents. Donc j'espère que l'empreinte va rester. Pour ce qui me concerne, mon projet un peu égoïste, puisque je parle que de mon projet, enfin du projet de ma commune, hein. Mais d'un autre côté, en parlant de ce que vient de dire monsieur, il faut bien savoir qu'effectivement, on a mis
pendant un an 15 entreprises au travail, avec les ouvriers, 30 familles qui ont été nourries pendant un an, plus derrière tous les fournisseurs, etc. Donc il faut effectivement que les collectivités n'aient pas peur d'investir leurs idées et aussi leurs fonds pour faire avancer leur village. Donc ce projet a été l'occasion de faire travailler des entreprises locales. Et grâce au conseil régional, quand même, qui nous a mis 25% de subventions sur les 2 appartements. Hein. Voilà, donc avec un accompagnement financier, et puis on l'a évoqué un peu, on l'a évoqué ce matin avec la présentation de Loïc Puteaux, donc un accompagnement aussi en matière de concertation, de dialogue, qui sera proposé dans le cadre du SRAT, de stratégie, donc deuxième génération, donc après la première vague, la première génération d'opérations. Il nous aurait fallu effectivement prendre un peu comme le SRAT au départ, parce qu'il nous a fallu faire de nous-mêmes le diagnostic, le premier diagnostic, l'étude diagnostique du château pour connaître la structure, etc. Ensuite, après l'appel d'offres, refaire un diagnostic, après l'amiante, le plomb, machin, etc. Tout ça, on ne savait pas qui aurait été compris. Oui, vous avez avancé un peu au coup par coup. Oui. D'accord. D'accord. Donc, si c'était à refaire, vous travailleriez peut-être différemment. Complètement différemment, oui. D'accord. On perdrait beaucoup moins de temps et d'argent, bien sûr. D'accord. Merci. Monsieur Le Riche, alors le bilan. Alors vous avez fait beaucoup de choses au niveau de la commune. Alors, je crois que c'est un point que ça a aussi permis de faire travailler des entreprises locales. Quel bilan vous avez envie de dresser, vous nous proposez de l'ensemble de ces opérations que vous avez menées à terme? On peut voir les choses, déjà ce qui était peut-être négatif, ou un peu embêtante, ennuyeuse, et puis le bon côté des choses. Alors je vais commencer par les choses négatives. C'est vrai que quand on se lance dans une opération comme ça, c'est une application de tous, mais il faut beaucoup de persévérance et de ténacité. C'est aussi le parcours du combattant pour aller chercher les subventions, pour aller chercher les financements. On l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi le montage des dossiers. Le montage des dossiers, il est important. Et puis, les petites communes n'ont pas toujours la capacité, au niveau du personnel, d'établir ces dossiers. Donc, là aussi, c'est une gêne. Et puis, bien sûr, il y a aussi le manque de compétences que ces messieurs ont. Et ça, c'est prouvé. Il y a une condition aussi qui est sûre pour mener un projet à long terme, enfin, à mon avis, c'est qu'il y a des élections entre-temps. Et il faut essayer de tenir le plus longtemps possible pour emmener le plus loin son projet. Alors, le bilan, je ne sais pas si vous représentez pas. Parce qu'il faut dire quand même que vous avez gagné 300 habitants. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Donc, pardon. Alors, vous aviez fini sur les aspects de difficultés, sur les difficultés. Une augmentation de population qui est vraie. L'ouverture de commerce, comme tel le vétérinaire, un opticien, un marchand de cycles, un marchand de mode, un restaurant. Tout ça, c'est arrivé. Une entreprise qui vend et qui rachète des camping-cars, qui est très importante. C'est pour ça qu'on a monté une aire de camping-car, une aire de service de camping-car. Et puis, l'implantation, c'est un point important aussi, c'est le distributeur de billets de banque. Alors, si dans votre commune, vous n'avez pas de distributeur de billets de banque, croyez-moi, c'est une lacune parce que les gens ont besoin de ce service pour éviter de se déplacer. Et puis, on a eu l'arrivée aussi d'une grande surface, 1200 mètres carrés. Et il y a une chose que je voulais préciser aussi, c'est que nous avons fait, lorsque nous avons fait les investissements, la première chose que nous avons faite, c'est d'effacer les réseaux. C'est-à-dire que là où on a travaillé, il n'y a plus de fil, il n'y a plus de poteaux, il n'y a plus rien. Donc c'est net. Ça, c'est quand même un gros avantage pour la présentation de la commune. Et puis, bien sûr, on a permis aussi aux habitants de vivre à la semi-campagne, c'est-à-dire c'est du périurbain, puisqu'on est quand même à 25 km de Châlons. Il y a 5 communautés de communes qui ont, avec le Grand Châlons, qui ont créé un syndicat mixte qui aujourd'hui porte le SCOT. C'est-à-dire qu'on est en train d'élaborer un SCOT, ça je pense qu'il fallait le préciser. Et voilà, je dirais que ce maillage urbain est profitable aux habitants. Ils se retrouvent un peu à la campagne, mais c'est pas loin de la ville, donc ils ont tout ce qui est le service de santé sur Châlons, ils ont tout ce qui est
l'éducation, le travail aussi, mais ça leur permet de vivre dans une commune de 1600 habitants avec tous les avantages qu'ils auraient à la ville. Et je voulais rajouter, parce que là, évidemment, mon propos ne s'arrête pas, si vous avez encore 2 minutes, c'est qu'il y a encore des projets. Nous venons de racheter une dent creuse, 2,5 hectares, et ça va vous faire plaisir, monsieur, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait des lotissements avec 800 mètres carrés de terrain. Là, on a fait un concours d'architectes. Donc on a sélectionné un architecte qui nous a fait 30 logements qui sont en forme de fermette, c'est-à-dire il y a 3 blocs de logements. C'est chouette, quoi, c'est bien. Et là, c'est pour accueillir les personnes âgées, c'est-à-dire des gens qui habitent à la campagne avec des maisons qui ne peuvent plus entretenir, des escaliers à descendre, des pelouses à tondre, des arbres à couper ou à tailler. Et bien là, on ramène ces gens-là au centre-bourg parce qu'on va être à 50 ou voire 100 mètres de la pharmacie, vous voyez, c'est tout à côté. Et on les ramène donc pour qu'ils aient encore quelques années tranquilles avant d'aller à l'EHPAD. Et voilà, donc je pense que ça aussi, ça va être un bon projet. Donc, 10 projets, c'est déjà engagé puisque le permis de construire est déposé, que nous avons le financement. Donc, c'est quelque chose qui va se réaliser dans les 2 ans et demi qui viennent. Voilà notre dernier projet. Voilà. Très bien. Merci pour vos témoignages. Je vous propose qu'on passe aux échanges. Alors, en transition, je vous invite, François Lierman, peut-être à réagir. Non ? Oui ? Petite réaction ou ramasse-panne de tout ce qu'on a entendu. Je crois l'intérêt, peut-être ce qu'il faut retenir en sortant aujourd'hui, c'est la nécessité absolue d'inventer ou d'avoir un projet global. Je ne sais pas si c'est le bon mot. N'est pas un projet unitaire. Un projet global qui intègre, je dirais, les exigences du XXIe siècle. J'insiste, j'avais prévenu, j'insiste. C'est plus du tout la même façon de fonctionner. Peut-être que les outils qu'on utilise aujourd'hui, par exemple les administratifs, je reviendrai peut-être rapidement dessus aujourd'hui, me semblent pas tout à fait adaptés. Il faut aller voir un petit peu plus loin s'il fait beau. C'est aussi un projet global qui est donc peut-être complexe, mais je vais essayer de trouver le fil des pensées pour arriver à le simplifier. C'est aussi un projet dont le résultat ne se voit pas tout de suite. Ça encore, est-ce que c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau ou qui pourrait se voir au-delà d'un mandat d'élu? Allez, j'y vais avec un grand coup de pied. Je pense que, alors je le dis toujours aux élus que je fréquente, mais je trouve qu'un bon projet ou même un bon projet d'école, etc., même si le chantier n'est pas terminé, c'est pas grave, ça reste un bon projet. Laissons le temps pour fabriquer de la qualité. C'est-à-dire une bonne étude, un bon chantier, c'est du temps aujourd'hui, mais on a tendance toujours à devoir comprimer. Je parle maintenant en casquette de maîtrise d'œuvre. Ça devient effarant, les bâtiments deviennent compliqués, les entreprises sont pas forcément super formées aujourd'hui, ce qui nous empêche de faire de la qualité. Donc je vais essayer de terminer et de faire l'articulation sur la notion de qualité, qui à mon sens ne doit absolument plus être une variable d'ajustement aujourd'hui. C'est par là que passera très certainement notre avenir. Projet qui se partage, donc ça se voit pas tout de suite, mais ensuite un projet global, c'est quelque chose qui se partage. Bah ouais, l'élu ou le domaine public n'a pas la main sur tout. Vous avez la main sur vos équipements, un peu de foncier, un peu plus ou moins, ça change complètement la donne si vous en avez beaucoup ou pas assez. Mais il y a également tout le foncier privé. Quelle est la mainmise de l'élu sur le foncier privé? Je sais pas très bien. Ou comment on peut essayer de fabriquer un avenir avec les partenaires ou les habitants, on va les appeler tout simplement comme ça, et qui sont-ils aujourd'hui à la campagne, puisqu'on travaille sur la campagne. Donc on a des pyramides d'âge assez bizarres, mais ça je pense que c'est un peu partout, mais le mélange s'opère de manière tout à fait particulière à la campagne, et si on veut les rendre attractives aujourd'hui, les campagnes, qui est-ce qu'on va amener là-dedans? Très clairement, c'est peut-être plus les exploitations agricoles, c'est certainement plus de la petite industrie telle qu'on les a connues jusqu'à là. Qui va venir s'installer à la campagne. Donc forcément, ça passera par des gens qui viennent de l'extérieur, je pense, j'imagine ça comme ça, et qui sont actifs plutôt. Ou des gens qui reviennent pour une retraite un peu jeune. Il y a les jeunes retraités, il y a les vieux retraités. C'est pas tout à fait la même chose. Donc comment on attire et comment on embrigade dans ce projet global le privé? Ça c'est aussi une grosse question. Donc ça rejoint justement nos outils administratifs, PLU, SCOT, etc. Je pense que c'est une langue totalement étrangère au commun des mortels. Je ne sais pas comment ça descend dans leur salon. Je ne sais pas du tout comment ça descend dans leur
l'agriculture familiale. C'est quelque chose qui, peut-être à un moment donné, lorsqu'ils font une extension de grange, ils devront passer par un permis, et puis là, ils découvrent le monde merveilleux des outils administratifs. Mais ceci dit, ça me permet je trouve que ça manque cruellement de vie, ces outils-là, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc fabriquer des outils vivants plutôt que des outils morts, c'est effectivement ce qu'essaye d'imaginer par des cafés dessinés, des échanges, des pots, de la convivialité, etc. Et croyez-moi que là-dedans, ça ne ressemble pas du boulot, mais je peux vous garantir que c'est là-dedans qu'on fabrique le meilleur boulot. Je ne sais pas comment vous le sentez, si c'est bien partagé comme ça. Et ces espaces de travail, tu parlais de lieux différents. Oui, effectivement, il s'agit d'aller ailleurs que peut-être dans une salle de ce type-là, au bistrot. Allez, hop, les bistrots ont déjà pas mal disparu des contrées, mais il y a encore des lieux intéressants, il y a des lieux assez poétiques, il y a des lieux qu'on a un peu oubliés et qu'il faut redécouvrir. Si on a la chance d'avoir un canot, il y a plein de lieux ô combien sympathiques tout le long de ces choses-là, ou des tonnelles. On peut trouver donc des endroits propices à l'échange au sensible. Voilà. Donc tout ce qui est administratif, pour moi, est purement quantitatif. Donc il n'y a pas vraiment de valeur. Donc il faut aller un peu au-delà, faire des cahiers de prescription, des chartes, imaginer toutes sortes de plans. C'est du travail, une fois de plus, c'est une ingénierie spécialisée. Et ça se fait, bien sûr, pour chaque village. Donc ne pas maîtriser tout, ne pas vouloir tout maîtriser tout de suite, c'est absolument fondamental. Et ce qui est jouissif à l'arrivée, c'est finalement la révélation qu'on arrive à faire lorsqu'on arrive à travailler de cette manière-là, c'est de finalement trouver ce qu'on n'a jamais cherché. Là, oh putain, c'est intelligent ce qu'on vient de dire là, mais j'y avais pas du tout pensé. Attendez voir, là on relie 3 idées, et c'est ça finalement qui fait le socle du projet commun et qui fabrique du solide. Et au-delà des mandats des élus, ça reste ce socle-là. C'est ça aussi, cette intelligence commune. Et c'est ça qu'il faut. Alors c'est facile qu'il n'y a qu'un faucon, mais en tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est cette solidité-là. Donc les outils vivants. L'autre problème au niveau de la mutation des villages ou des campagnes, c'est que justement le passé n'est pas la bonne vision de la chose. Il faut fabriquer une vision d'avenir. Comment dire, les populations et les usages de ces lieux, de ces espaces, de ces maisons sont complètement en mutation. Ça a été construit pour accueillir, par exemple, des agriculteurs. Les maisons ont été construites, ou les corps de ferme ont été construites en ce sens-là. Et un bobo de Dijon qui arrive là-dedans. Comment va-t-il investir des granges, des immeubles, des dépendances, etc., qui font peut-être 800 mètres carrés, qui habitent aujourd'hui 800 mètres carrés. Je ne sais pas, lever le doigt, on fait un petit sondage. Qui a envie d'une ruine thermique de 800 mètres carrés. Ouais, il y en a une là-bas au fond, je l'ai vue, et je crois qu'elle en a une. Donc on partage ce même genre de merveilleux endroits. Ceci dit, c'est pas forcément pour les gens richissimes comme nous. Effectivement, la précarité ensuite des personnes qui sont dans les villages un peu pauvres, je dirais, les personnes âgées qui n'ont qu'une pension, la précarité énergétique, l'augmentation de l'énergie qui va poser un vrai problème pour les épaves thermiques. Là-dessus, comment on agit de manière tout à fait intelligente, raisonnée, mais vraiment alternative. Et comment, effectivement, le pouvoir public peut imaginer des plateformes de mutation de ces espaces-là, de ces immeubles-là, soulager des personnes âgées, les accueillir parce qu'elles ont des besoins, effectivement, de mobilité, d'accessibilité, de confort qu'elles n'ont plus chez elles. Et comment on peut, de cette manière-là, faire une rotation dans les villages, accueillir des gens. C'est vrai que c'est pas cher. Une rénovation thermique globale est rentable au bout de 10-15 ans, généralement, si on se travaille bien. Donc ça devient un investissement vraiment pas con. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de présenter et de revaloriser la réhabilitation du patrimoine plutôt que la construction neuve, parce qu'on l'a tellement entendu déjà, cette chose-là. Bien, merci pour cette remise en perspective. Alors, est-ce que ça suscite des réactions? Je vois pas mal de réactions. Alors, il y a 2 personnes qui se sont manifestées très vite. Donc, madame, monsieur ensuite. Alors, vous pouvez utiliser les micros, pardon. Alors, il faut, voilà. Alors, Elsa Dupont, diplômée en architecture. Je suis vraiment ravie d'entendre tout ce que vous racontez avec cette volonté de remettre aussi l'être humain au centre des projets. Je voulais faire une réflexion, j'ai vu à un moment donné sauver la planète. Moi, la réflexion que je me fais, c'est peut-être arrêter de la détruire et essayer de sauver notre peau, parce que je pense que la planète va se sauver toute seule. Et pour moi, avoir envie de vivre et de rester dans une commune, c'est sentir aussi qu'on a la possibilité de s'y exprimer. Et donc j'ai la chance ou la malchance de vivre avec un thermicien. Et donc...
Je me bagarre tout le temps avec lui parce que il travaille sur des projets de réhabilitation avec de gros travaux énergétiques. Et dans cette démarche, il n'y a jamais la question qui est posée de savoir si les habitants sont contents d'y vivre et est-ce qu'en investissant, je ne sais pas, 50 000 €, ça va vraiment changer leur vie. Peut-être qu'ils auront moins froid, mais est-ce que dans 5 ans, ils ne vont pas partir? Je fais aussi partie de la maison d'architecture de Franche-Comté. Et j'œuvre beaucoup sur les questions d'étalement urbain, urbanisme, etc. Et en ce moment, on a une exposition qui s'appelle Danse, 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 donc qui traite de ce sujet et qui propose justement des opérations d'habitat groupé. Enfin, il y a beaucoup de projets qui sont présentés. Donc elle est visible jusqu'au 15 janvier dans nos locaux à Besançon, aux 2 rues de Pontarlier. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on peut aussi vous proposer une visite guidée de cette exposition. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Ah oui, juste une chose. J'ai eu beaucoup de difficultés à travailler sur un projet justement dans cette optique de poser les questions sur l'usage du bâtiment et je me rends compte que j'ai pas sollicité les bonnes personnes. Alors j'espère que je pourrai vous contacter parce que j'ai vraiment eu toutes les peines du monde à trouver des informations et je vois que vous les avez. Voilà. Merci. Sur l'usage des bâtiments, d'accord. Bon, enfin, je vous laisse échanger après. C'était plus une remarque qu'une question. Monsieur. Olivier Thibault du Parc naturel régional du Morvan. J'avais une petite question, mais plus à destination du Conseil régional de Bourgogne, parce qu'on a évoqué ce matin des projets qui étaient liés avec la question cruciale du foncier, de la maîtrise foncière. Jean-Luc l'a évoqué cet après-midi sur des réalisations. C'est dommage, pour avoir été visiter ces réalisations, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en voir un peu plus sur le montage des projets et ce qui a pu être réalisé. La question de la maîtrise foncière et de l'intervention foncière en commune est primordiale. On se rend compte que sans ça, on n'arrivera pas à faire quelque chose. Et quand on connaît le contexte des budgets communaux et intercommunaux qui sont de plus en plus étriqués, nous, en Bourgogne, pour l'instant, on n'a pas d'établissement public foncier. Et c'est un vrai manque. En région Auvergne, vous en avez un. En région Alsace, il y en a un aussi. On est entouré de régions qui ont des établissements publics fonciers. Et c'est un vrai manque. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on sait quand est-ce que celui en Bourgogne pourra voir le jour? Est-ce qu'on a une idée de cette échéance? Parce que c'est vraiment un outil important. Pour l'instant, on fait que... Voilà, si vous avez fini, je fais juste une petite précision. Il existe un établissement public foncier local qui est porté par le Grand Dijon, mais qui s'occupe de la Côte d'Or, s'il me semble bien. Enfin, voilà. Et là c'est Bourgogne et notamment zone rurale aussi. C'est surtout ces communes-là qui ont besoin d'accompagnement financier. Mais oui, je sais, mais ça c'est un peu... En faisant un tout petit mot, la réponse Pierre à Terrier. cela, si j'ai bien compris l'histoire récente, c'était de dire le Conseil régional a confié à la SAFER une fonction d'acquisition et de stockage conventionnel sur chaque opération. Et c'est ce travail-là qui a fait fonction d'établissement public foncier régional. Mais la SAFER en est le bras armé et le Conseil régional finance. Excusez-moi, je navigue entre les micros. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il y a des réactions? Ah oui, pardon. Moi, j'ai encore oublié Laurent Boiteux, de Bourgogne Bâtiment Durable, qui demande la parole depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ensuite? Laurent Boiteux. Vous entendez là? Ah oui, c'est bon. Juste pour répondre à Elsa, une seconde, après je pose ma question. Mon papa, Elsa, c'est la petite dame qui parlait tout à l'heure. On m'entend là? Non? Oui, pardon. Mon papa, quand il rentrait à la maison, il mettait 1 heure. Il marchait à 5 km/h, il traversait la commune. Mon papa était paysan. Aujourd'hui, la plupart des gens, puisqu'on parle des gens depuis ce matin, qui habitent dans une commune, mettent 1 heure pour rentrer chez eux. Mais ils habitent à 60 km. Ils travaillent à 60 km de là où ils habitent. Dans beaucoup de communes très rurales, c'est le cas. C'est-à-dire que leur commune n'est plus le lieu économique pour eux. Et on parle des gens depuis ce matin, et à un moment donné, il faut quand même qu'on se pose cette question de qui est l'habitant qui a encore une relation physique avec la commune. Est-ce que c'est l'usager, l'utilisateur qui peut être par exemple un travailleur, mais pas forcément un administré, un électeur.
C'est juste pour jeter une pierre dans la mare, parce que là, il faudrait 4 jours pour répondre, à mon avis, à cette petite remarque. Mais maintenant, je passe à ma question. Parce que c'est pas anecdotique si j'ai lancé ça. Depuis ce matin, j'ai beaucoup entendu parler de la notion de densification, utilisée par des gens comme moi, des sachants. Les gens pour qui la question environnementale, sociétale, énergétique, d'économie globale, agricole est très importante. Ce terme fait extrêmement peur, la notion de densité. Alors, nous, on n'aime pas trop l'urbanisation. En règle générale, je dis nous, les sachants qui aimons bien dans ces données-là. On n'aime pas le terme d'urbanisation. Pour autant, même si j'aime pas du tout le terme d'urbanisation, il ne faut pas oublier que urbaniser, c'est un outil qui fonctionne encore aujourd'hui pour dynamiser l'activité économique et puis la production de logements, et qui a un fort effet rebond sur les transports, les services et autres. Il y a une rentabilité pour certaines personnes à urbaniser. Tandis que la densification, qui est une recherche d'artificialisation zéro, quelque part, elle a des faibles dynamiques foncières, elle réduit le nombre de nouveaux logements en règle générale, quand on compare, et puis elle risque de production de logements chers. Donc il faut faire très attention, même nous les sachants, à ne pas simplement aller d'un côté ou de l'autre assez rapidement par, j'ai envie de dire presque idéologie urbaine. Et je n'ai pas entendu ce terme de la journée, mais je sais que les gens qui sont notamment à la tribune le pensent. Quand on parle de densification, je ne parle pas qu'on parle de lieux plus denses, on parle d'intensification urbaine, de densité non pas en termes de population forcément, mais en termes d'activité avec une revitalisation des espaces construits de façon plus ou moins responsable et où on admet à certains endroits de dédensifier le bâti de manière ponctuelle pour pouvoir permettre à des ménages d'exister de belle manière à cet endroit-là. Je voulais juste préciser ça parce que c'est extrêmement important. On est dans des conflits de mots aujourd'hui qui font que les gens peuvent avoir peur sur la notion de densité alors qu'elle peut apporter quelque chose de très beau et un véritable vécu là-dessus. Par contre, j'en viens enfin à ma question. Je suis désolé de cette longueur, mais j'en viens enfin à ma question. Parce que là, j'ai vraiment pas entendu de la journée. Et je m'appuie sur l'expérience des déplacements. Vous savez, pour développer les déplacements actifs, il faut contraindre la voiture. Je n'ai pas dit qu'il fallait la détruire. J'ai dit qu'il fallait contraindre la voiture quand on veut développer les déplacements actifs. Ça, c'est la politique de ces 20-30 dernières années qui l'a appris. Pour aider à la réhabilitation, aujourd'hui, avec tous les systèmes d'aide de réhabilitation, on se rend compte que ça émerge pas et ça se massifie pas énormément. Est-ce qu'il ne faudrait pas contraindre le neuf pour lutter un petit peu, et je pèse mes mots quand je dis ça, pour lutter contre en fait cette concurrence déloyale aujourd'hui? Alors on a parlé de la maison individualiste, mais on peut parler d'autres systèmes, mais la facilité administrative, technique et économique que nous avons à construire aujourd'hui par rapport à reconstruire nos hameaux sur nos hameaux, nos bourgs sur nos bourgs et nos villes sur nos villes. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps un travail à mener pour contraindre, nuire au neuf, pour aider à la réhabilitation? Je pense que c'est quand même très important de se poser cette question. Alors je sais qu'elle est parfois gênante, notamment pour des élus, et je l'entends tout à fait, mais je pense qu'elle doit faire partie du débat si on veut parler de ça. Voilà. Donc cette question, est-ce que pour vous, elle vous semble cohérente ou complètement angélique en 2015 bientôt? Bonne année à tout le monde. C'est moi qui ai le micro. Juste, je me fais l'écho en premier élément de réponse de l'échange qu'on avait eu avec Isabelle Maquin en préparation de cette journée. Elle ne l'a pas dit tout à l'heure et puis elle est partie maintenant. Elle passe énormément de temps à faire de la pédagogie et à échanger avec les maires des communes avec lesquelles elle travaille sur les dents creuses, justement. Et je voudrais, là, je ne sais pas si les autres intervenants veulent répondre, mais me faire l'écho de ce qu'elle m'a dit en préparation de cette journée, qu'il est nécessaire déjà d'identifier son patrimoine et d'identifier les dents creuses. Souvent, elle me racontait que les maires des communes lui disent « Non, mais moi, il n'y a pas de dents creuses dans ma commune ». Et en fait, il faut qu'elle leur montre vraiment le document diagnostique avec les dents creuses identifiées pour commencer à avoir un échange. Voilà, premier élément de réponse que je propose, donc en relais des propos d'Isabelle Maquin. Est-ce que vous voulez compléter En principe, si j'ai bien compris, vous voulez nous faire dire, savoir si on a pensé, lorsqu'on construit, au bien vivre des gens. C'est cela la question? Oui, je dis, moi non plus, je n'avais pas très bien compris, c'est pour ça.
mais je crois que vous avez posé la question de savoir si lorsqu'on construisait, lorsqu'on avait une dent creuse, etc., est-ce qu'on pensait au bien-être des gens, au bien-vivre des gens? Mais je crois que c'est une question qu'on ne se pose pas, elle est automatique, elle est systématique. Lorsque une commune, un maire entreprend de revitaliser ou de construire quelque chose, c'est qu'il a un but, le conseil municipal a un but précis, et l'objectif premier, c'est pour l'habitant. On ne travaille pas pour nous élus, on travaille pour les gens qui habitent dans la commune. Et je peux vous dire que nous y pensons à chaque fois que nous faisons quelque chose. On se pose la question, ça va servir à qui, comment et pourquoi et comment, hein, ça c'est quelque chose. En plus, je vais vous dire, une commune, par exemple, comme celle Saint-Léger, hein, c'est une commune de 1600 habitants. Depuis qu'on a démarré Cœur de Village, 95, on a décidé en même temps qu'on aurait 1800 habitants en l'an 2000. C'est-à-dire, on a une vision à long terme qui nous permet d'utiliser les territoires qui nous restent encore sans aller chercher les territoires à l'extérieur, c'est-à-dire utiliser tout ce qui nous reste à l'intérieur de la commune pour meubler la commune, pour éviter justement d'avoir des dents creuses, savoir que les gens puissent se rencontrer le matin, etc. Et c'est ça l'objectif. Et c'est vrai que l'urbanisation en dehors d'un périmètre de centre-bourg, bon, je pense que, moi j'en ai jamais fait, mais ça peut avoir un caractère délicat parce que d'abord ça augmente le prix des réseaux, il faut aller chercher l'eau, l'assainissement, etc. de tous côtés. Et je pense qu'une commune à ce niveau-là doit pouvoir avoir avec le PLU ou un POS, hein, elle doit avoir un organisme qui, avec cet organisme, fasse que elle doit construire là où elle peut construire sans aller s'étaler à l'extérieur. Voilà, c'est le fond de ma pensée. Bien, merci. Alors, deux réactions. Donc, Pascal Desmoulins et ensuite réaction de François Lierman. Une dernière intervention. Oui. Alors, deux interventions et après on conclut. Laurent pose une bonne question. Souvent à l'ESCOT, la question de la densité est un élément mis vraiment en avant. Donc il faut pas le nier. D'ailleurs, c'est pas très beau. Sachant que rien de pire que vivre dans une densité subie pour les habitants. C'est dramatique. Et en règle générale, ça crée des quartiers où il n'y reste que ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. Donc c'est très très dangereux. Donc il faut travailler sur le vécu. Et je pense que la question de l'habitat, depuis toujours, c'est une question aussi du travail sur l'intimité et sur les espaces qui permettent ces intimités, les transitions. Et donc du coup, ça rapporte la question de l'espace public jusqu'à l'espace privé le plus intime. Et tout ça demande des séquences spatiales fines. C'est pas une question de densité spatiale, hein, en termes de temps X volume à l'hectare, parce qu'il y a des intimités dans les tissus anciens, on peut en trouver. Mais ça demande un travail sur l'espace. Et ça, il faut aller chercher des gens qui sont capables de bien poser le problème. Donc il faut travailler avec des sociologues, des anthropologues. Donc ça, il faut les mobiliser là-dessus. Mais il faut aussi responsabiliser les architectes pour qu'ils nous produisent des espaces où ces sont qualitatifs, où l'intimité est respectée. Voilà. Mais c'est possible. Je peux vous piquer peut-être, ouais. C'est bien qu'il y ait des architectes à la tribune parce qu'on parle d'architecture, mais en fait dans la réhabilitation du patrimoine ancien, il y a quasiment que 3 ou 4% des architectes qui travaillent dans la masse. Donc on représente rien du tout. Donc c'est bien d'avoir des idées, mais en tout cas il faut qu'on bosse encore beaucoup sur nous-mêmes et sur je dirais, une clientèle. Allez. Donc on n'a pas du tout effectivement beaucoup de moyens d'exprimer le potentiel de ce que pourrait être une rénovation thermique architectonique. C'est bon ça ? Voilà. Dans mon bled, vous parliez tout à l'heure de ce que peuvent voir ou ce qu'on est capable d'avouer sur soi-même déjà. Donc on va dire un maire est bien sûr le père de son village. Mon village, je vais à pied chercher ma baguette. Hein. Les autres, ils vont en bagnole. Mais j'ai le temps de voir donc ce qui se passe et de voir comment les maisons se vident ou comment elles vivent ou pas. Et donc, je suis allé voir une fois l'équipe et je dis combien il y a de maisons à vendre parce qu'il y a beaucoup de panneaux quand même là, je trouve. 30. Ok, d'accord.
il n'y a même pas 1000 habitants, donc vous faites le calcul, combien il y a de maisons, donc déjà 30, ce que ça représente. Et en fait, je dis, à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Regardez bien, etc. En fait, il y a plein de maisons vides, tout simplement, des anciennes maisons de week-end qui sont complètement délaissées. Il y a une population de personnes de plus de 70 ans qui représentent certainement 30 ou 35% de la population. On ose imaginer que d'ici une dizaine d'années, il va se passer quelque chose qui va libérer donc du coup de nouveaux 40 ou 50 maisons. Et ça bascule. Donc après, derrière tout ça, il y a aussi tous les petits commerces, les services qui sont là. C'est merveilleux, tout le monde se grosse des services qui sont là, mais attention à dans 10-15 ans ce qui se passe exactement et comment sur des très grosses maisons, il est possible finalement de fabriquer de la densification. Donc dans mon bled, une fois de plus, on révise le PLU en ce moment et avec horreur, malheur et tout ce que tu veux, je me rends compte que le truc qui s'appelle lotissement, qui était déjà dessiné dans le poste des années 86, eh ben, ils ont encore réussi à le refoutre dedans, alors que l'ingénierie avait bien signifié le problème démographique, le problème des dents creuses, le problème du potentiel, de la remutation de ces grandes maisons. On a un réservoir de au moins 30 ans sans rien foutre, au moins 50 ans si on densifie, on coupe en deux des maisons qui font 800 mètres carrés, hein, donc il y a aussi là-dessus des choses à faire, ou comment on peut refabriquer de l'espace accessible pour les personnes âgées, des plus petits logements, etc. Donc cette mutation sur le village lui-même, c'est même pas redensifier le village, c'est juste l'occuper. Hein, donc on en est là, hein, dans certains bleds, c'est même plus une histoire de densification, on n'a pas besoin de densifier, on peut découper autour des oreilles, ça fait propre, mais c'est tout. Le reste, il est devant notre nez, et comment on peut faire vivre des vieilles pierres, et ça c'est la vraie question, et comment on peut aider des gens, c'est sûr, dire c'est amorti dans 15 ans, mais quand tu as déjà 75 ans, je pense que c'est de la science-fiction. Alors comment effectivement donner un coup de bâton pour les lotissements qui passent même en instruction au niveau des services de l'État, alors qu'on doit justifier le fait de bouffer des terres agricoles, et à la campagne il y a besoin, il y a des vaches à la place. Aujourd'hui, pourquoi on boufferait ces trucs-là pour faire un lotissement? Là effectivement il y a un problème d'incohérence entre un système, des documents, des intentions de SRU, etc. Qui ne fonctionnent pas du tout sur le terrain. On n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder tous les leviers, mais là, il y a donc un appel donc, à occuper l'espace, en l'occurrence par les architectes, donc sur ce chantier de la rénovation et notamment du patrimoine bâti. Donc je fais le lien aussi avec la remarque qui avait été faite ce matin par un jeune architecte. Et puis dire aussi que on n'a pas abordé on l'avait un tout petit peu fait en préparation de cette journée, sur le fait qu'il est important justement d'assurer de créer une courroie de transmission en fait entre le caractère juridique des documents d'urbanisme qui doivent être des projets qui doivent être habités, qui doivent être puisque le problème de l'espace d'économiser les terres agricoles est présent dans les SCOT. Donc alors réaction, Marc Daubert, bonjour. Bonjour. Continuité sur le même sujet, il ne suffit pas de mettre des architectes dans la réhabilitation. C'est toute une culture. J'aime bien les Leroy Forêt. J'enseigne aussi dans une école d'architecture. Il est temps d'arrêter la culture de la ville et de dire que la ville, c'est notre avenir à tous. C'est plus possible. Là, les campagnes se repeuplent et puis les villes sont en crise. La pensée architecturale est une pensée urbaine. Je prends quelques exemples. Dans Creuse, on dit qu'il faut faire un alignement. Mais un alignement à la campagne, ça veut rien dire du tout. L'alignement, c'est la ville. Une simple commission comme la vue. On retape une maison agricole, le paysan il est dehors toute la journée, donc la vue, il n'en a rien à foutre. Par contre, le gars qui achète la ferme, lui, il a envie d'avoir la vue. Donc, notre pensée architecturale, c'est une pensée qui, fondamentalement, depuis 30 ans, si ce n'est pas 40, est façonnée par l'idée de la ville, la densité, la bagnole. Celui qui vient à la campagne, il a envie d'avoir sa bagnole, tranquillou, et puis qu'il y a un espace extérieur pour être dehors. S'il vient à la campagne, c'est pas pour être au 2e étage sur un balcon. Donc notre pensée architecturale n'est pas adaptée. Donc il faut... Moi j'aime bien, je suis vachement content de la journée d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce que je vois? Je vois des gens sur le terrain qui disent « Allez les mecs, on se met ensemble, on bosse, on discute, et puis on fait un truc ensemble ». Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'architecte. L'architecte, il a des compétences sur mise en espace, polytechnique, le paysage, enfin un certain nombre de trucs qu'il faut absolument mettre au point. Donc, comme tout ça, c'est pas très réglé, on fait donc des lois, des administrations, etc. Je termine là-dessus. Je ne sais pas si Jean vous a donné le bon mot ce matin, parce que je n'étais pas là, mais il aime bien dire que c'est l'administration qui a coulé l'Union soviétique. Et si on continue comme ça...
Merci. Donc, c'était pas une question, c'était une merci pour cette remarque. Donc, une précision. Dernière intervention, peut-être un rapide mot de conclusion de Jean Verlaine qui est encore parmi nous. Et puis ensuite, conclusion de Pierre Terrier. Oui, Jean-Marc Biry, directeur du CAE du Bas-Rhin. Peut-être plus un commentaire en forme de rebond à l'heure où les débats vont s'arrêter. Je suis assez surpris, moi, par le fait que les documents de planification comme le POS ou le PLU, qui va devenir communautaire maintenant, qui est un document quand même de planification et de stratégie à 15 ans, à moyen terme, on va dire, n'ait jamais continué après son élaboration ou pendant son élaboration, où tout le débat qu'on a eu ce jour sur la rénovation des centres-villes, mais aussi tout le reste, on peut bien s'en douter, ne constitue pas le fait marquant d'une opération ou d'un projet à caractère opératoire. Ça me sidère un peu, à telle enseigne que même si on compare, je crois que c'était le rapport Jarlier qui faisait état de 30% de la couverture du territoire français en documents d'urbanisme, l'Alsace est toujours un peu la bonne élève. On a pratiquement 100% de notre territoire qui est couvert en documents à caractère stratégique d'une certaine façon, dans lequel le constat d'évidence que les centres-bourgs se paupérisent ou pas, ou se dépeuplent, ou vieillissent, etc. Donc tous les faits enclencheurs des projets dont on a eu un peu la primeur cet après-midi, et qui, ce matin, en termes d'approche globale, ne sont absolument pas liés à ça. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une forme de déni de nos élus qui ont des outils qui leur permettent aujourd'hui quand même de se situer et d'enclencher des projets qu'on a évoqués, sachant, et là je parle un peu de ma paroisse, les CAE, quand on intervient dans ces communes, il faut toujours attendre que c'est l'école, la dernière classe qui ferme, pour enclencher éventuellement une vraie réflexion qui aboutit à un projet alors de rénovation du centre ancien ou autre, où pose la question de l'habitat. Il faut attendre comment dirais-je, il faut attendre aussi la fin je parlais de l'école, alors j'ai perdu mon fil, mais il faut que toujours il y ait le dernier commerce, voilà, excusez-moi, qui vient fermer pour que les choses s'enclenchent véritablement. Alors même que dans les documents de planification, alors on sait bien, je ne vais pas donner dans l'angélisme, que ces documents-là ont plutôt un caractère normatif et ne constituent pas une vraie démarche de projet. Néanmoins, dans leur valeur constative, elles ont un vrai potentiel déclencheur de projet, mais ce que je ne constate pas, et je ne le constate ni en Alsace où on est couvert par ces documents, et encore moins dans les territoires qui n'en auraient pas et qui pourraient expliquer que les élus ne sont pas engagés dans cette démarche opérationnelle, opératoire. Voilà un peu alors, ma question, elle est un peu en filigrane, vous avez compris, mais qu'est-ce qui fait que les documents de planification et stratégiques qu'on a ne déclenchent pas plus souvent des projets opérationnels tels que décrits ou tels qu'on pourrait les supposer? Alors, est-ce qu'il y a un problème de complexité, d'appropriation de ces documents? Je ne sais pas. Un rapide élément de... Qui veut réagir? Pardon? Alors, on peut donner une réponse. Tous les projets qu'on marchait, qu'on a vus, c'est que le projet précédait la réglementation. À partir du moment où il y a un projet, on met la réglementation qu'il faut, puis ça va. En ce moment, c'est le contraire. On fait une réglementation, puis il y a des gars qui ont fait des projets. On fait la réglementation des PLU, c'est quoi? On interdit le toit plat parce que s'il y en a un qui fait un toit plat, ça va être merdique. Mais c'est quoi cette histoire? Le gars fait son projet, puis ensuite on fait la réglementation. C'est dans ce sens-là, quand il parlait, François, de dire il faut faire le vivant c'est ça, c'est le projet. Faisons des projets et la réglementation ensuite. C'est ça la réponse. Eh bien, écoutez, les échanges sont lancés. Alors, on ne va pas trop déborder sur l'horaire, mais libre à vous de continuer les échanges. Le conseil régional ne ferme pas tout de suite. Un rapide mot de conclusion de Jean Verlaine. Et puis, la parole au président de Bourgogne Bâtiment Durable. Merci. Je vais vous faire 3 citations. La première, et c'est la réponse à ce que vient de dire Marc Daubert, on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. C'est d'une clarté limpide, c'est Albert Einstein. Voilà. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le même moule pour faire autre chose. C'est pas possible. Le deuxième, et je l'aime beaucoup, c'est une citation de Sartre. Vous êtes responsable en tant qu'individu.
je crois que c'est ça qui est très important. Tous les débats qu'on a eus, y compris pendant le déjeuner, font penser, et nous en sommes tous convaincus, que ce ne sont pas les circulaires, les procédures qui changent les agglomérations, les villes, les villages, ce sont les hommes. Donc, bougeons-nous, et c'est ainsi que nous ferons fonctionner les choses. J'aurais même tendance à dire, mais surtout ne l'enregistrez pas, roulons de temps en temps un peu sur le bas-côté, c'est pas grave, tant que les roues restent sur la route, tant que la voiture continue à rouler, l'image n'est pas très bonne d'ailleurs, hein, eh bien, nous irons au bout. Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter. La troisième, c'est que la ville est faite pour les hommes et pas les hommes pour la ville. Ça vaut pour le village. C'est une transformation du sabbat qui est fait pour l'homme. Mais ça, c'est une très vieille citation d'il y a 2000 ans. C'est qu'encore une fois, l'agglomération sera ce que nous en faisons. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'agglomération de la ville, du logement, du bâti, du processus industriel, artisanal qui fera nos quartiers pour nous, et pas celui qui le fera pour l'argent, pour un capitalisme, pour une culture, pour une manière de penser les choses extérieures. Il n'y a aucune raison que le processus soit le même partout. Donc approprions-nous nos processus, et il ne sera pas le même dans le village A et dans le village B. Ce n'est pas grave, c'est notre diversité, soyons-en fiers et heureux. Merci Jean. Je me permets de prendre encore 10 secondes la parole. Au-delà après la philosophie, il y a la bête nature humaine. Je propose toujours cette question-là à mes étudiants. C'est quoi ça? Je l'ai écrit sur un tableau. Une ligne horizontale, on est d'accord? Cette ligne horizontale représente ce que nos réglementations nous obligent, par exemple, ou notre cadre administratif. Alors, comme on est alsacien, là, on a 3-4 qui prennent la parole, on est un peu bizarre, nous. On a un peu double culture, si vous voulez. Alors, je commence par la culture latine. Comment voit-elle cette ligne-là, elle, en tant qu'obligation? D'où la voit-elle? Il faut que je lâche le micro. De là. Et il faut qu'elle y arrive. D'accord? Elle fait tout pour y arriver, mais c'est pas tout à fait évident. Elle essayera peut-être de ne pas y arriver et de faire croire qu'elle y est. Ça, c'est la vision latine de la chose. On est un peu d'accord là-dessus? C'est rigolo. Et alors, en Alsace, on a aussi la vision germanique, et c'est là où on devient un peu bizarre, nous. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et ce que tu disais au Vorarlberg, ou ce qu'on essaye de faire, les gens du parc qu'on a vu aujourd'hui, une réglementation, c'est un point de départ, un PLU, c'est un point de départ qui vaut ce qu'il vaut. Et puis on regarde depuis là, et avec ça, on essaye de faire le mieux possible. Et ça, je peux vous garantir que c'est la vision germanique des choses. Ça fabrique pas du tout la même chose. On parle de qualité, on part du même point. Mais on ne regarde pas de la même manière. Enfin, c'est l'histoire du point de vision, comme d'habitude. On revient à ça. Merci, excusez-moi.